retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de livres. J'avais plus l'habitude de faire des vidéos sur les lectures que je faisais au début de ma chaîne, je le faisais de façon un peu plus régulière et là je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette année mais j'en ai pas fait du tout. On est au mois d'octobre et je crois que je t'ai parlé que de 2 livres cette année, c'est-à-dire de la salopétique et de la pratique de la méditation. Donc tu trouveras les vidéos sur ma chaîne, mais j'ai lu plein d'autres livres dont je t'ai pas parlé et je me suis dit que ça pourrait être bien de te faire un petit bilan un peu de ce que j'ai lu cette année, de t'expliquer pourquoi j'ai aimé ou pas certains livres, si je les conseille ou pas, ce que j'ai retenu de ces livres là, pour voilà, te partager un petit peu mes intérêts. Donc le premier livre que j'ai lu cette année, donc je compte pas la salopétique parce que la salopétique je le gardais de côté pour faire des vidéos, mais sinon en parallèle je lisais des livres dans l'ordre, donc je vais te les donner dans l'ordre. Le premier livre dont je voudrais te parler c'est Les 4 accords Toltec de l'auteur Don Miguel Ruiz, qui est un auteur mexicain. C'est un livre qui m'avait été énormément recommandé sous mes vidéos de développement personnel parce que c'est un livre qui parle de développement personnel et dans la section commentaires je voyais tout le temps Caro, lis les 4 accords Toltec, tu verras ça va te plaire, ça va t'intéresser, etc. En effet, ça m'a beaucoup intéressée, j'ai trouvé que le livre était très pertinent et qu'il disait des choses qui me paraissaient intelligentes, donc oui, j'ai beaucoup aimé. Cependant, je pense qu'il est plus adressé à des personnes qui, entre guillemets, débutent dans le développement personnel. Alors, je pense qu'il est bon à lire pour tout le monde, mais c'est vrai que si tu t'es déjà intéressé au développement personnel et que ça fait un moment que voilà, tu connais certaines bases, on va dire, tu vas probablement pas apprendre grand chose de plus en lisant les 4 accords Toltec parce que c'est un assez bon résumé en fait de raisonnement assez courant, assez basique, qu'on le retrouve dans plein de domaines différents du développement personnel. Quand je dis domaines différents, c'est parce qu'il y a plein de façons de parler de développement personnel, il y a plein de gens différents qui en parlent, il y a des gens qui sont plus terre à terre, plus spirituels, plus, enfin bref, plein de choses, mais au final il y a quand même à chaque fois des idées qui reviennent et qui sont communes un peu à tout le monde et qui sont très bien résumées par les 4 accords Toltec qui donc sont 4 lois, 4 règles, 4 principes qu'il faudrait suivre pour vivre une vie meilleure, pour essayer de moins souffrir, pour essayer de trouver la paix. Et donc les 4 accords Toltec en question c'est le premier, que ta parole soit impeccable. Donc je te laisserai lire le livre pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que ta parole soit impeccable. Le deuxième c'est de ne jamais rien prendre personnellement. Le troisième c'est de ne jamais faire de suppositions. Et le 4e accord c'est de toujours faire de son mieux. Donc c'est des choses au final qui sont assez récurrentes dans le développement personnel. Et ce que j'ai aimé dans ce livre particulièrement, c'est le fait que ça découle de la mythologie mexicaine, parce que le peuple Toltec est un ancien peuple, une ancienne civilisation du Mexique, du sud du Mexique il me semble. Et donc il y a tout plein de métaphores, enfin il y a au début on commence avec des mythes du peuple Toltec et moi ça me parle beaucoup forcément parce que je suis à moitié colombienne et donc forcément ça résonne un peu en moi vu que c'est des choses à moi auxquelles je suis sensible. Et j'ai trouvé que c'était cool comme métaphore, j'ai trouvé que... Alors c'est pas un livre sur la mythologie des Toltecs, mais ça rattache, enfin à chaque fois ça fait des rappels par rapport à la philosophie des Toltecs et moi c'était des métaphores qui me parlaient beaucoup à travers justement des images, à travers des allégories et tout, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Donc je trouve que c'est un bon livre, après je le recommanderais plus. Mais à chaque fois que je fais des vidéos ça sonne chez moi, je sais pas si t'as remarqué, bref. C'est pour dire que je le recommanderais plus à des personnes qui débutent et qui commencent à se poser des questions là-dessus, mais pas forcément à des personnes qui voilà, ont déjà un pied dedans et puis qui ont l'air de bien s'y connaître. Donc après les 4 accords Toltec qui est là et que je n'ai pas montré tout à l'heure, mais voilà ça ressemble à ça, j'ai lu King Kong Theory de Virginie Despentes. Alors j'ai pas tous les livres sous la main mais bon je te montre ce que j'ai. Donc je sais pas si on dit Virginie Despentes, bref je suis désolée par avance si je me trompe. Donc qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est une sorte de livre un peu autobiographique, un peu critique de la société, un peu plein de choses. En fait j'ai l'impression qu'il est pas très classifiable, bref je ne sais pas. En tout cas derrière ce qui est écrit c'est assez parlant je trouve. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché de la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient bien claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre. Parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire bien plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Donc, dans ce livre, elle va beaucoup parler des violences sexistes qu'elle a subies. C'est notamment là-dessus, en fait, je pense que se base le livre. Enfin, je pense que je peux dire ça sans trop me tromper. Elle raconte des expériences d'agression, de viol qu'elle a subies. Donc, trigger warning pour les personnes que ça pourrait heurter. Elle explique qu'est-ce que ça... Enfin déjà comment ces choses sont survenues, qu'est-ce que ça fait sur le moment, qu'est-ce qu'elle en a tiré par la suite, qu'est-ce qu'elle en pense actuellement, comment ça l'a construit en tant que femme qu'elle est aujourd'hui.
Et c'est un livre qui est assez vénère, c'est-à-dire que dans la façon de parler, comme tu as pu l'entendre en lisant le 4e de couverture, elle n'est pas du tout là pour faire de la pédagogie et pour être douce, c'est pas un livre à but informatif, c'est vraiment un livre pour se défouler. Moi c'est un livre personnellement qui m'a fait du bien à lire, parce que ça m'a donné mine de rien une forme de force. Alors pourquoi, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais tout simplement parce que tu vois que lorsqu'elle se remémore certaines histoires et qu'elle les raconte, il y a une sorte d'indignation intérieure, une sorte de colère qu'elle ressent, qui, je ne pense pas que ce soit de la rancune, ou je pense pas que ce soit quelque chose en lien avec des blessures qu'elle a eues, mais tu sens que maintenant, aujourd'hui, avec le recul qu'elle a et qu'elle raconte ses histoires, bah que ça lui a fait quelque chose dans la tête, en fait, que ça l'a révoltée et que du coup ça lui a permis de percevoir des choses auxquelles elle pensait pas avant. Par exemple, quand elle raconte l'histoire d'un viol qu'elle a subi, je sais pas, elle a une façon d'écrire qui est assez révoltée, tu sens que ça l'indigne encore, ce genre de choses. Alors c'est pas un livre où elle s'apitoie et puis que voilà, elle est en train de dire voilà, je souffre encore de ce qui m'est arrivé, nanani, pas du tout. C'est juste que tu vois que quand elle en reparle, ça l'indigne encore, que ça la touche parce qu'elle sait qu'il y a d'autres femmes qui vivent ce qu'elle vit et qu'elle veut vraiment faire en sorte que ça change. Et ça fait du bien en fait de voir des récits de femmes révoltées, parce que ça te donne une sorte de légitimité, parce que tu te dis putain mais grave, je comprends pourquoi elle a le seum et je sens le seum avec elle en fait. C'est un peu ça que j'ai ressenti. Elle a une sorte de puissance, de force de caractère qu'elle transmet et qu'elle veut transmettre aux autres meufs en leur disant mais regardez, ne vous laissez pas faire, si vous arrivez la même chose qu'à moi ou si potentiellement ça pourrait vous arriver, bah voilà, sachez que on est plusieurs, qu'on est là, qu'on veut faire en sorte que ça change. Et il y a une sorte de sentiment de solidarité, presque de sororité, j'ai envie de dire, quand tu lis ce livre. Donc voilà, c'est un livre personnellement qui moi m'a plu. Après je pense que je le conseillerais pas à tout le monde, parce que à mon avis, pour vraiment le comprendre, il faut avoir un certain recul sur la question féministe, c'est déjà un peu sensibilisé sur ça, sinon on risque de juste pas comprendre et puis de se dire mais pourquoi elle est autant vénère, pourquoi elle dit des trucs comme ça, c'est quoi cette histoire, alors que bon, au final c'est assez clair, hein, quand elle parle d'un viol qu'elle a subi, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est normal qu'elle soit énervée, mais il y a plein d'autres trucs qu'elle va mentionner par rapport aux relations hommes-femmes, par rapport au patriarcat, etc., que si on s'est jamais posé la question du féminisme, bah, peut-être on risque de pas comprendre un peu, enfin même pas comprendre du tout en fait de quoi elle parle et pourquoi est-ce que ça la révolte. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il était bien. Après, à vrai dire, je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai lu là-dedans. C'est plutôt un sentiment général que je te transmets là tout de suite. Et je pense que je pourrais le relire par plaisir, juste parce que dans mes souvenirs, quand je l'ai lu, ça m'avait plu. Voilà. Après Virginie Despentes, j'ai lu La vie devant soi de Romain Gary. Romain Gary qui est un auteur qui a écrit sous 2 pseudonymes. Il me semble que l'autre c'est Émile Ajar. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Bref, et donc La vie devant soi. C'est un livre que j'avais lu quand j'étais au cycle, qui est un peu l'équivalent du collège chez les Français. Et donc au cycle, quand j'avais 12-13 ans, j'ai lu ce roman et je me rappelle avoir été tellement touchée par ce roman. Je me rappelle que ça m'avait tellement pris aux tripes, que ça m'avait même fait pleurer d'après mes souvenirs, que je me suis dit, là, cette année, j'ai envie de le relire, j'ai envie de me rappeler pourquoi j'aimais autant ce livre. Alors évidemment, je me rappelais pas de tout, je me rappelle même carrément de quasiment rien, en fait, quand je l'ai relu, mais au fur et à mesure de la lecture, j'ai plein de souvenirs qui me revenaient, j'ai les mêmes sensations qui me revenaient, et j'aime vraiment ce livre. C'est vraiment un livre qui me touche à un point, mais actuellement, donc 8 ans plus tard, enfin 8 ans après l'avoir lu la première fois, il y a plein de choses que je perçois dans ce livre que j'avais pas du tout percuté avant et qui du coup me poussent à m'interroger. Donc de quoi parle La vie devant soi? C'est en fait l'histoire d'un petit garçon, donc c'est le petit garçon qui narre l'histoire, qui s'appelle Momo. Dans l'histoire, le petit garçon a genre je crois une dizaine d'années, peut-être un peu moins, je sais pas, il doit avoir une dizaine d'années. Et en gros, Momo est un orphelin et il raconte en fait son quotidien, il raconte un peu comment c'est la vie dans le foyer où il est, les différents voisins, les personnes qu'il côtoie, les choses qu'il voit dans la rue, son histoire personnelle, sa relation avec la dame du foyer, la dame qui s'occupe de lui dans le foyer, qui s'appelle Madame Rosa. Et en fait on va suivre notamment l'histoire, alors j'ai envie de dire histoire d'amour, mais pas dans le sens sensuel de la chose, c'est de l'amour dans le sens... c'est 2 personnes qui s'aiment fort et qui se donnent de l'affection et qui sont bienveillantes l'une envers l'autre. Donc on suit en fait le lien qu'il y a entre cette dame, Madame Rosa, et Momo, ce petit garçon. Parce que forcément c'est comme une mère adoptive pour lui en fait, Madame Rosa dans l'histoire. Et donc forcément il est très attaché à elle. Et
là, ce dont je parlais tout à l'heure, les choses en fait que j'avais pas percutées avant et qui maintenant me paraissent évidentes, c'est que dans le livre, on parle d'une réalité sociale qui fait mal. C'est-à-dire que Momo est un enfant arabe et il va parler de certaines scènes racistes qu'il voit, mais il en parle avec une innocence vu qu'on incarne en fait un enfant. Donc du coup, il y a, par exemple, quand il va parler d'une scène raciste, il va pas dire ceci est une scène raciste. Il va juste utiliser des termes qui en soi sont racistes, mais qui sont utilisés par ce petit garçon pour décrire une scène. Et en fait, ça permet de ressentir l'ambiance qu'il y a à cette époque-là. Je sais pas si c'est l'auteur qui utilise des termes discriminatoires sans s'en rendre compte, pour parler des Arabes comme ça naturellement, comme s'il se rendait pas compte du racisme que c'était, ou si c'est juste pour faire parler l'enfant qui n'a aucun recul sur ces questions-là et qui juste va intérioriser du racisme et qui va le transmettre, et donc on voit ça dans le livre. Donc je sais pas en fait, et là j'ai parlé de racisme, mais en fait c'est pareil pour par exemple la putophobie. Par exemple à un moment, Momo il a une voisine qui est trans et qui se prostitue, et quand il va parler de cette voisine trans qui se prostitue, non seulement il va utiliser des termes très putophobes, mais aussi misogynes, mais aussi transphobes, mais vu que c'est un enfant qui parle, je saurais pas dire si c'est un problème ou pas en fait, parce que je sais pas si c'est voulu par l'auteur pour dénoncer justement et pour montrer une réalité à ce moment-là. C'est des réalités d'ailleurs qui existent toujours actuellement, mais bon, en l'occurrence dans l'histoire c'est à ce moment-là, ou si c'est juste que ça a été écrit à une période où en fait les gens s'en foutaient d'écrire des trucs racistes, putophobes, misogynes et tout ça, et que du coup on s'en fout. Je ne sais pas. Donc le truc c'est que j'aime vraiment beaucoup ce livre par rapport à l'histoire qui me touche énormément, donc si toi aussi t'as lu ce livre, dis-moi ce que t'en penses. Mais maintenant, le relisant cette année, c'est vrai qu'il y a des moments où je tiquais un peu, je me suis dit mais putain mais ça en fait... c'est hyper discriminant quoi, genre c'est hyper oppressif en vrai, mais à nouveau je me mettais dans la tête de ce petit garçon qui expliquait ça et qui en fait n'incarne pas la discrimination en question. Tu vois que c'est juste des trucs qu'il répète, des trucs qu'il voit, en fait tu sens dans son discours que il dit, enfin, un peu comme un enfant quoi, qui répète les termes qu'il a entendus d'adulte et donc il les utilise de façon innocente. À mon avis, si je devais donner mon propre avis personnel, moi je pense que c'était voulu et que l'auteur justement visait à le dénoncer, mais comme je suis pas sûre de ça, je préfère le mentionner dans cette vidéo, peut-être que tu pourras m'éclairer. Tout ça pour dire que La vie devant soi est un livre extrêmement touchant, qui traite de problématiques sociales qui personnellement me touchent aussi, donc comme je viens de le dire, de problèmes par rapport au racisme, à la prostitution, etc., mais aussi par rapport au fait d'être orphelin, par rapport aux classes sociales, parce que du coup il est pauvre, il doit voler pour subvenir à certains de ses besoins, et puis en fait tout tourne autour de cette relation qu'il a avec Madame Rosa, qui est en fait une femme juive qui a vécu en Allemagne ou en Autriche je crois, je sais plus, et puis aussi qui a toute une histoire, tout un passé en fait assez lourd, et tu vois en fait l'amour qui se porte l'un l'autre, et je sais pas, c'est un livre tellement doux enfin c'est doux et violent en même temps quoi. C'est doux dans la façon de vivre en fait dans la tête de ce petit garçon qui est innocent et qui vit sa vie d'enfant, et d'un côté c'est dur parce que il raconte ça avec il le raconte de façon naïve et innocente, mais en fait ce qu'il raconte c'est des trucs horribles. Et c'est là où je trouve que c'est touchant. Et c'est un livre, je pense que je pourrais relire et relire et relire, tellement ça me transmet des émotions, tellement ça fait quelque chose en moi. D'ailleurs, il y a un film sur ce livre-là que j'ai vu, mais j'ai pas spécialement aimé, mais bon voilà, je le dis à titre informatif. Donc voilà pour La vie devant soi. Et d'ailleurs, je le pense vraiment quand je le dis, c'est vraiment un de mes livres préférés, si c'est pas mon livre préféré de tous les temps, parce que c'est jusqu'à maintenant c'est le seul livre que j'ai lu qui me prend autant aux tripes, qui me fait autant quelque chose quand je le lis, et qui me fait vivre un tel ascenseur émotionnel, et c'est ça que j'aime dans ce livre. Ensuite, j'ai essayé de lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors là, mon dieu, je me suis arrêtée en cours de route parce que c'était trop compliqué. J'avais vraiment du mal à comprendre le texte. Alors même si je pense que ça va dans le sens où je comprenais plus... Enfin, on va dire que proportionnellement, il y a plus de choses que je comprenais que de choses que je comprenais pas, mais il y avait quand même beaucoup trop de choses que je comprenais pas pour continuer à lire le livre et que ça serve à quelque chose, parce que je sentais que je commençais à ramer un peu. C'est-à-dire que je suis arrivée à la moitié, le livre fait genre 400 pages je crois, je suis arrivée à la moitié et je me suis rendu compte en fait que le mieux c'était d'utiliser ce livre comme un objet d'étude, et c'est-à-dire de vraiment prendre du temps, m'asseoir à une table, faire des recherches en même temps que je le lis, et peut-être prendre des mois pour le lire en entier, mais je vais le lire. En tout cas, ce que j'ai lu, enfin de ce que j'ai lu, j'ai compris pas mal de choses. Et ça m'a expliqué certaines interrogations que j'avais, notamment la naissance du patriarcat, comment est-ce que tout ça est lié avec la naissance du capitalisme, de la notion de propriété privée, etc.
et c'est très intéressant, c'est vraiment hyper riche. Alors Simone de Beauvoir a rempli le livre de références culturelles, scientifiques, bref tu vois qu'elle a fait un travail monstrueux et c'est génial parce que vraiment elle fait tout le temps plein de références. C'est hyper... comment tu peux expliquer ça? C'est vraiment hyper dense, hyper riche, c'est vraiment rempli d'informations. Genre une page elle te balance tellement d'infos que t'es obligé de la lire 2 fois pour être sûr d'avoir tout enregistré. Et franchement c'est très percutant. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, c'est juste que voilà, comme je t'ai dit, je pense que je me suis pas bien prise pour le lire. Je vais vraiment prendre le temps de l'étudier comme il faut et de rien laisser passer pour voir un peu comment je m'en sors. Donc voilà, c'est un livre que je conseillerais aussi, mais alors du coup à des personnes peut-être qui ont... Alors je sais pas si je m'avance trop vite en disant ça, mais j'ai plutôt l'impression qu'il est plus accessible à des personnes qui ont l'habitude de textes académiques, c'est-à-dire des gens peut-être qui font des études supérieures, etc. Et je dis pas ça dans le sens où il n'est pas accessible à des gens qui font pas des études supérieures. C'est juste que le texte en soi, les mots utilisés, la façon de comment s'expliquer, moi ça me rappelle les textes qu'on lit à l'uni quoi, et puis qui sont remplis de mots super compliqués, de concepts qu'on n'a jamais vus. Donc je le conseillerais à tout le monde. C'est juste que par rapport au texte en soi, à la compréhension du texte, c'est vrai j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc j'ose espérer qu'après 1 an à la fac, peut-être que je vais réussir à mieux le comprendre, parce que j'ai commencé la fac il y a genre même pas 3 semaines. Donc j'espère que je vais m'habituer un peu à ce genre de texte et réussir à le lire comme il faut, parce que je suis sûre qu'il est plein d'infos. Auquel cas je ferai des vidéos pour expliquer et peut-être vulgariser un peu ce qu'il y a dedans si je l'ai bien compris. Mais voilà, franchement, en tout cas, à partir des choses que j'ai compris, il y a déjà pas mal de réponses aux questions que je me posais qui sont survenues, et ça c'est vraiment cool. Ensuite, après le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, j'ai lu L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. C'est un roman de fiction comme La vie devant soi que j'ai mentionné tout à l'heure. Il faut savoir que d'habitude moi je ne lis pas du tout de fiction. Bon, c'est un peu contradictoire avec le fait que mon livre préféré de toute la vie c'est une fiction, donc La vie devant soi. Mais c'est vrai qu'habituellement je lis pas du tout ce genre de choses. J'aime pas trop les romans, j'aime pas trop les textes narratifs et encore moins les textes de fiction, je sais pas, ça me parle pas plus que ça. Alors après je dis ça alors que j'ai adoré lire Harry Potter, j'ai adoré lire Twilight, mais j'étais beaucoup plus jeune. C'est vrai qu'actuellement c'est plus du tout des choses vers lesquelles je vais m'orienter. Non pas parce que je trouve que c'est inutile, au contraire je trouve que c'est vraiment bien de lire ce genre de choses. Ça peut pousser à des réflexions, ça peut expliquer énormément de choses et ça peut être à leur façon aussi informatif. Je pense par exemple au livre Le Horla aussi, qui est une fiction, qui est du fantastique et qui pourtant m'avait plu. Mais c'est vrai qu'habituellement moi je m'oriente plus vers des lectures informatives, dans le sens, je sais pas moi, que ça explique des trucs sur la société, que ça explique des trucs sur le développement personnel, sur le fonctionnement du cerveau, sur les relations, ou des textes autobiographiques, des récits de personnes, etc. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus ça qui va me plaire. Il y a eu une fois je me suis décidée, je me suis dit vas-y, on va voir ce que ça vaut. Et à ma grande surprise, ça m'a plu. Alors après ça m'a pas plu au point où je le relirais pour le plaisir, mais je trouvais que c'était intéressant. Donc l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire d'amour en fait entre un monsieur et une madame qui se mettent ensemble dans des circonstances un peu farfelues, qui se rencontrent en Autriche il me semble, je crois que c'est ça, et puis qui vont finir par vivre en Suisse après, enfin bref. Donc c'est dans une certaine époque, avec un certain contexte, que je te laisserai découvrir en lisant le livre. Et en fait on suit leur histoire qui est absolument triste. Ça m'a un peu rappelé Madame Bovary, pas parce que ça a un quelconque lien, tout simplement parce que dans l'histoire de Madame Bovary on suit un peu sa vie de merde. C'est un peu ça littéralement. Madame Bovary c'est quelqu'un qui est pas heureux et qui récite en fait ses péripéties et qui fait tout pour rendre sa vie un peu plus intéressante. Et en fait tu vois que la pauvre, sa vie elle est nulle quoi, qu'elle est vide, qu'elle se fait chier, qu'elle s'emmerde. Enfin c'est un peu... Je suis désolée pour les personnes que je vais heurter en disant ça, mais bon moi c'est le ressenti général que j'avais eu en lisant Madame Bovary, c'est que vraiment on parle beaucoup de la médiocrité de son rythme de vie, en plus elle a une fin horrible, enfin bref c'est complètement déprimant je trouve. Et puis lire ça de Kundera, ça m'a un peu rappelé ça, parce que ces deux personnages en fait dans l'histoire, ce couple là, au final il est pas du tout heureux ensemble, ils arrêtent pas de se déchirer, ils arrêtent pas de se tromper, on sent que l'un est complètement dépressif et que l'autre le voit mais qui fait rien, l'un fait des cauchemars et l'autre le regarde faire des cauchemars, enfin bref c'est des trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi ça m'a juste... Enfin j'ai eu un peu la même sensation que quand j'avais lu Madame Bovary. Et en fait c'était assez puissant parce que même si c'est dit comme ça a l'air d'être
ennuyeux à mourir et d'avoir aucun intérêt, mais en fait pas du tout, parce que je dis ça, mais au final moi ça m'a intéressé de le lire, hein. J'ai trouvé que ça transmettait quelque chose, mais dans les faits, l'histoire en soi c'est une histoire d'un couple qui se passe mal en fait. Alors après, qu'est-ce qu'un couple qui se passe bien, qu'est-ce qu'un couple qui se passe mal, je ne suis pas là pour définir ce que c'est, mais dans tous les cas tu vois qu'il y a beaucoup de souffrance entre eux, de la souffrance qui aurait pu être évitée, de la souffrance inutile, et puis qu'au final c'est l'objet du livre, et ça crée des réflexions assez violentes. Moi je sais qu'il y a des moments où je me sentais vraiment triste avec les personnages, où je m'imaginais à leur place, je me disais mais mon Dieu quoi, c'est quoi ce truc, et ça me rendait triste quoi. Il y a un passage justement où un des personnages fait un cauchemar horrible et tu vois à quel point elle souffre et à quel point ça va pas. Et moi ça m'était resté cette sensation et j'étais pas bien. Et des fois ça pousse à des réflexions un peu existentielles où tu te dis mais au final ça me rappelle telle situation dans ma vie. En fait tu sais, ça te parle d'une certaine manière, je sais pas comment dire. Donc j'ai trouvé qu'il était bien, par contre je le relirai pas je pense, parce que dans mes souvenirs ça m'avait poussé à des réflexions, à des moments un petit peu... j'étais un peu en PLS émotionnel des fois quand je lisais ça, parce que c'est une histoire triste je trouve, tout simplement. Ensuite j'ai lu ceci, En finir avec la culture du viol, par Noémie Renard, qui est active sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc si t'as envie d'aller jeter un coup d'œil je t'invite à le faire. Donc c'est un livre qui va un peu casser tous les mythes de la culture du viol, qui va déjà expliquer ce qu'est la culture du viol, qui est lui aussi bourré de références, bourré de statistiques, d'études, d'articles, de tout ce que tu veux. Enfin bref, c'est génial. À nouveau, si tu es déjà assez au clair avec la question féministe et tout, peut-être que tu vas pas apprendre grand chose, mais je pense que c'est quand même important de le lire par rapport aux références qui sont données, parce que souvent on connaît les concepts, souvent on sait qu'est-ce que c'est la culture du viol, on sait contre-argumenter les mythes de la culture du viol, mais parfois on manque de concret, on manque de rigueur par rapport aux infos qu'on a. Et je trouve que ce livre est parfait pour ça, parce qu'il va donner justement plein de statistiques différentes. Il explique aussi par exemple au niveau juridique comment ça se passe et en quoi est-ce que la juridiction participe aussi à la culture du viol à travers la correctionnalisation des viols. Si tu lis le livre, tu vas mieux comprendre ce principe de correctionnalisation, mais en fait, pour te la faire courte, il y a plusieurs types de délits en France avec des intensités différentes et chacun est traité d'une façon différente, devant des cours différentes. Et donc le processus juridique pour mettre des peines par rapport à ces délits-là, ou ces crimes, ou ces infractions, etc. Parce que ça dépend du type d'infraction, ou de délit, ou de crime. Bref, c'est compliqué de choisir un mot qui résume ces trois, il faut forcément que j'en prenne un des trois, bref. Et donc elle explique en gros en quoi est-ce que la question du viol est problématique là-dedans, parce que très souvent en fait il y a tellement de plaintes et en même temps toutes ces plaintes ne représentent pas du tout la réalité sociale des faits. Et au passage j'y pense sur la chaîne Antithésie que je te mettrai dans la description. Meryl, donc la personne qui tient la chaîne, a fait 4 vidéos différentes où elle approfondit 4 concepts expliqués là-dedans. Donc je te mettrai les vidéos dans la description qui sont passionnantes. D'ailleurs j'avais regardé les vidéos avant de lire ce livre et je pense que je vais le relire parce qu'il y a beaucoup trop d'infos. Mais du coup voilà, j'ai très envie de le relire parce qu'il y a vraiment plein d'infos hyper intéressantes qui pourraient te servir. Je le conseille absolument à tout le monde, que ce soit des personnes qui se sont déjà intéressées à des questions féministes et qui veulent approfondir le discours, tout comme des personnes qui ne se sont jamais posé la question sur le féminisme et qui veulent apprendre qu'est-ce que c'est que la culture du viol. Vraiment c'est un livre que je recommanderais absolument à tout le monde. Le dernier livre que j'ai à te présenter, c'est Pour une sobriété heureuse par Pierre Rabhi. Donc c'est sûrement un nom que tu as déjà entendu, il est assez connu ce mec. Alors après je me suis pas plus penchée sur qui c'était, pourquoi il est là, etc. Je sais juste que c'est un livre qu'on m'a beaucoup conseillé et donc je l'ai lu. Et donc dans ce livre on parle de sobriété, mais pas du tout de sobriété par rapport au tabac, l'alcool ou les drogues, même si on pourrait inclure ça dedans, c'est pas ça l'idée centrale du sujet. Lorsqu'on parle de sobriété, on va parler de sobriété dans le mode de vie et la consommation. Donc Pierre Rabhi explique, c'est quelqu'un visiblement qui s'intéresse énormément à l'écologie, qui s'intéresse beaucoup à certains problèmes géopolitiques, etc. Et qui explique qu'en fait
il est impératif que l'on change de mode de vie, non seulement pour le bien de la planète, mais aussi pour notre bien à nous. Et donc il va, à travers certains récits de sa propre existence, donc des récits autobiographiques, expliquer certains concepts, certaines façons de penser, une certaine philosophie en fait qu'il aimerait partager pour justement permettre aux personnes de remettre en question leur façon de consommer, de remettre en question tout simplement leur façon de vivre en fait, et puis se poser la question s'ils sont heureux ou pas. Alors non pas que la sobriété soit la solution ultime pour tout le monde, mais il y a quand même des trucs qui sont assez parlants je pense. Et c'est un livre moi qui m'a fait énormément de bien parce que forcément ça suit mes valeurs. Tu sais très bien que si tu suis un peu ma chaîne, tu sais très bien que je suis quelqu'un qui est dans une démarche assez minimaliste sur plein d'aspects, même s'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai encore à travailler, mais déjà notamment par rapport à ce que je consomme moi-même, c'est vrai que je suis assez sobre on va dire. Et donc ça m'a fait du bien de lire ce livre, de voir qu'il y avait des personnes qui partageaient ces pensées-là à grande échelle, et de voir que ça intéressait aussi des personnes. Donc moi ça m'a fait du bien de le lire. J'ai aussi appris certains trucs, mais voilà, sans plus. Ça parle de choses intéressantes, à nouveau ça parle de commerce, ça va parler de ressources naturelles, ça va parler il parle aussi de son propre pays à lui. Et c'est très intéressant, donc voilà, je t'invite aussi à le lire parce que si à nouveau tu t'es pas posé trop de questions sur ces démarches-là, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que voilà tu t'es pas encore trop penché sur la question, je pense que c'est vraiment très intéressant de lire ce livre, en tout cas Enfin, en gros, c'est accessible, quoi. Je le conseillerais pas juste aux personnes qui sont déjà intéressées au minimalisme, à la vie simple et tout ça. Je pense que c'est vraiment accessible un peu à tout le monde, un peu comme le livre En finir avec la culture du viol. Donc voilà pour ce livre-là. Donc je te ferai de nouvelles vidéos dans lesquelles je te partagerai les prochaines lectures que je vais faire, et cette fois j'espère que je le ferai de façon un peu plus régulière, comme ça je te ferai pas une vidéo de 45 minutes, je sais pas combien elle va durer mais voilà. Donc n'hésite pas à me partager toi tes lectures préférées, n'hésite pas à me dire si tu as lu les mêmes livres que moi, qu'est-ce que tu en as pensé, si tu es d'accord avec moi ou pas, n'hésite pas à réagir comme d'habitude dans la bienveillance et le respect s'il te plaît. Et voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.